Un portail fermé, un protagoniste tombé. Une vie contre une minuscule avancée. Le jeu en valait-il la chandelle? À l'échelle de l'humanité, le prix payé est minime. Mais intrinsèquement, est-ce que Diana n'a pas troqué son propre salut pour celui d'autrui? À jamais dissociée de son ancienne vie, constamment poursuivie par les démons du passé. Prenez garde, joueurs, car ce sont plus que des pions que vous déplacez. Et c'est bien plus qu'avec des dés que vous jouez. Tout le monde attendait beaucoup de Trish lorsqu'elle était jeune. À l'école, elle excellait en athlétisme et en sciences, mais elle surprit tout le monde en se contentant d'un simple poste dans une compagnie de commerce. Ce que presque personne ne sait, c'est que la compagnie en question n'est qu'une couverture pour l'agence de cryptographie du bureau, la Chambre Noire. Elle avait réussi à entrer en contact avec Diana, à échanger des informations avec elle jusqu'à maintenant. Trish savait pertinemment où chercher. Être espionne était plus qu'un métier, c'était un don pour trouver les indices et informations quand il le fallait. Elle devait se rendre au plus vite à Tokyo, alors elle commanda son ticket et attendit patiemment l'heure de son vol. Une fois sur place, Trish se rendit directement à la bibliothèque de l'université de Tokyo, car là-bas y était conservée une transcription du Tao de l'immortalité. Avoir accès à cet ouvrage, c'était gagner un coup d'avance sur les cultistes. Alors qu'on l'accueillait à la réception, elle devint brusquement blanche, eut du mal à articuler ne serait-ce qu'une salutation. Elle s'était aperçue que là où elle s'était entaillée pour signer le pacte de Diana, la plaie ne cicatrisait guère. Au contraire, elle avait l'impression qu'elle se gangrénait et la douleur arrivait dans les pires moments. Elle demanda à voir l'ouvrage en question, mais se vit refuser l'accès. L'hôtesse pointa du doigt le bras de Trish, et elle s'aperçut que du sang coulait presque en filets sur le sol. Elle sortit brusquement de la bibliothèque, retenant un cri de rage face à ce coup du sort. Elle fit à nouveau son bandage tout en supportant la voix machiavélique dans sa tête, et prit le temps de se calmer. Le destin n'était-il capable que de lui mettre des bâtons dans les roues? Comme entendant ses pensées, il lui prouva le contraire. Le téléphone de Trish sonna, et elle prit le temps d'observer la notification. On venait de lui envoyer une vidéo amateur d'un groupe se réunissant pour combattre des entités avec ardeur, puis un autre groupe pansant les plaies des victimes avec ferveur. Voyant ces images, Trish sentit un élan de vigueur la raviver. Même si sa quête l'obligeait à rester seule la plupart du temps, au final, elle n'était pas seule à affronter ces forces irréelles. Retrouvant son courage d'antan, elle banda son bras du mieux qu'elle le put et repartit aussi vite. En effet, malgré le courage de ces inconnus, cela ne mettrait pas un terme à l'avancée du grand ancien. Un portail venait d'apparaître à Sydney, et des entités commençaient à se répandre dans la ville. Trish prit son billet, attendit, et comprit qu'elle était suivie. La loge, le groupe où avait été anciennement enrôlée Diana, la surveillait de près. Elle n'avait pas été assez discrète lors de sa dernière visite. Elle retarda alors son vol en prenant le prochain, créa la confusion en choisissant un vol à escale et atterrit dans une petite ville sans charme. À peine était-elle arrivée qu'un groupe de policiers l'interpella. La présence des forces de l'ordre dissuaderait les cultistes de la suivre. Peut-être. Accompagné des agents, ils lui expliquèrent sur le chemin qu'en échange de son aide, il la garderait en sécurité le temps de son prochain vol. En effet, une série de meurtres rituels sévissait en ville. Une fois arrivée sur les lieux, Trish se retint d'hurler. L'épouvantable scène de crime menaça de la submerger de frissons et de nausées. La voix lugubre qui l'habitait lui susurrait des horreurs, et lui certifia avec amusement que c'est ce qui lui arriverait prochainement. Malgré cela, elle reprit son souffle et affronta l'horreur. Elle releva des informations cruciales et fut d'une aide précieuse envers les forces de l'ordre. Comme promis, elle fut sous bonne garde jusqu'à l'heure de son vol. Juste avant d'embarquer, son téléphone sonna.
Elle décrocha et fut heureuse d'entendre la voix à l'autre bout du fil. Bien le bonjour, Trish. C'est rare que tu m'appelles, Silas. Ça doit être urgent. En effet, je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'apporter. Et le destin brisa les retrouvailles des deux amants. Une secte cachée profite du grabuge pour invoquer un sous-fifre de Shub-Niggurath, Shognar Fogn. Il déstabilise le tissu de la réalité en plein océan Indien pour qu'on évite de les interrompre. La situation est grave, mais le portail est quasiment ouvert à Sydney. Mon vol m'y conduit directement. On s'occupe de la secte juste après. Moi aussi, je mets les voiles pour Sydney. J'essaierai d'être là pour t'aider à fermer le portail. Et il raccrocha. Trish conserva son calme durant tout le trajet. Céder à la panique et à l'impatience ne résoudrait rien. Une fois arrivée sur place, le chemin lui fut tout tracé. Elle n'avait qu'à suivre la traînée de cadavres humains qui jonchaient les rues de la ville. L'horrible voix dans sa tête augmentait en intensité à mesure qu'elle se rapprochait du portail. Lorsqu'elle fut devant, elle observa la cause de ce massacre. Un rejeton de la chèvre, un sous-fifre de Shub-Niggurath en train de dévorer ce qui ressemblait à un humain. Vu le carnage en ville, Trish n'avait pas la possibilité de perdre de temps. Alors elle utilisa la relique que Diana avait trouvée lorsqu'elle était tombée dans la folie. Le masque blême. La cultiste repentie ne lui avait rien dit sur cet objet, puisqu'elle n'avait même pas supporté reposer les yeux dessus. Elle l'avait emballé dans un chiffon, l'avait presque jeté dans les mains de son ami avant de détourner le regard de dégoût et de reprendre l'identité d'Iris. Entre ses mains, Trish avait l'impression de tenir de la peau, et les seules informations qu'elle avait sur cet objet, c'est qu'il lui permettrait de passer à travers les monstres sans qu'ils l'agressent. Elle posa l'horrible objet sur son visage, et brusquement, la voix dans sa tête se mit à rire. Elle venait de comprendre pourquoi cet artefact n'était que peu utilisé. Elle avait la sensation que sa peau commençait à ne faire qu'un avec le masque. Elle pressa le pas, garda à vue le rejeton de la chèvre tout en ayant de plus en plus l'impression qu'elle fusionnait avec le masque, puis passa le portail pour se retrouver dans l'autre monde. Une fois passée, elle retira le masque brutalement. Des lambeaux de peau suivirent, et elle se retint d'hurler de douleur. Des gouttes de sang tombèrent au sol, et elle épongea tout ça rapidement avec sa chemise. Elle ne devait pas traîner, elle devait se dépêcher. Elle se trouva nez à nez avec un antique équipement scientifique. D'après les papiers présents non loin de là, Trish comprit qu'elle se trouvait en 1771. Elle continua à lire les notes pour essayer de déterminer la nature des expériences. Heureusement, Trish avait avec elle le manuscrit ésotérique de Diana également. Sans cela, elle aurait été incapable de saisir quoi que ce soit à ce qui était écrit. Elle comprit que Joseph Curwen utilisait ce laboratoire pour faire renaître des sorciers de leurs cendres et leur extorquer leurs connaissances ésotériques. Elle continua à parcourir les notes et trouva un moyen de fermer le portail. Laissant derrière elle tout cet attirail, elle retourna à son époque. Et lorsqu'elle sortit, les cadavres étaient toujours présents, certes, mais les monstres, et surtout la lune de la Némésis, n'étaient plus là. Une des trois chaînes emprisonnant Shub-Niggurath a été scellée à nouveau. Elle souffla de bonheur. Tout ce qu'elle avait fait n'avait pas été vain. Elle se rendit compte également qu'elle avait été téléportée au port de Sydney, et pas n'importe où. Elle entendit une voix grave qu'elle reconnut entre mille. Elle regarda Silas au loin, leva la main pour le saluer lorsqu'il regarda dans sa direction, puis sentit une main sur son épaule. Une sueur froide coula le long de son échine. L'homme qui l'avait stoppé approcha sa bouche de l'oreille de Trish et lui dit « Il est temps de remplir ta part du marché, Trish Scarborough. » Silas regarda la femme qu'il aimait partir pour ne jamais revenir. Il ne fit pas un geste. Il avait compris que le pacte qu'avait passé Trish l'amènerait à sa perte. Les cultistes étaient venus réclamer leur dû, et elle allait être sacrifiée au nom du Grand Ancien. Elle était entourée d'une dizaine de cultistes, tous armés et détenteurs d'un savoir ancien contre lequel ils ne faisaient pas le poids. Et vous, qu'auriez-vous fait? Vous vous seriez jeté dans une bataille sans merci pour sauver votre dulcinée? Vos chances de réussite sont inexistantes. Vous n'auriez fait que sacrifier votre vie en vain. Dans cette ère où chaque combattant contre le Grand Ancien est une bénédiction, une vie est une vie. Trish savait dans quoi elle s'embarquait à se soulever contre les adorateurs de Shub-Niggurath. Elle connaissait les conséquences. Silas aussi.
Alors il grava une dernière fois le visage de son amour dans son esprit. Et lorsqu'elle disparut, il ne lui resta plus rien, mis à part les souvenirs de la femme qu'il eut le plus aimée au monde. Il ne lui resta plus rien, sauf la colère pour continuer à avancer. Il devait faire en sorte que Trish n'ait pas été sacrifiée pour rien. Et ça, à tout prix.